Bienvenue à cette nouvelle édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Tout de suite, les titres de cette édition. Fait d'hiver à Bamessingue, c'est précisément dans le département des Bamboutos, région de l'ouest du Cameroun. Une dame passe de vie à trépas à la suite d'une bastonnade à elle infligée par son concubin. La dame, par ailleurs enceinte, a donc succombé de ses blessures. L'infortuné a été interpellé. Il a d'ailleurs fallu le témoignage de sa petite fille pour que finalement le poteau soit découvert. Toujours dans le chapitre de l'actualité, follow-up, problème de répartition du fret. La question reste de plus en plus au cœur de l'actualité depuis le mouvement observé dans le transport routier de marchandises. La tension perceptible est plus que jamais au cœur de l'actualité entre d'une part la partie tchadienne et d'autre part la partie congolaise ou camerounaise. Ces deux parties ont du mal à trouver un terrain d'entente. Et puis, bonne nouvelle dans le monde du football, il est désormais connu le président de la Confédération africaine de football. C'est précisément le sieur Motsepe. Il a été élu ce vendredi à l'issue de la 43e Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football tenue à Rabat au Maroc. Je rappelle que c'est le tout premier Sud-Africain à occuper ces hautes fonctions du football africain. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir une fois de plus. Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Nous l'ouvrons par ce fait de société dans la localité de Bamessingue. C'est à quelques encablures de Bouddha dans le département des Bamboutos, région de l'ouest du Cameroun. Une femme enceinte de son coin est tuée par son concubin. Il a été reproché à cette dernière d'avoir consommé une boisson, une bière précisément appartenant à son concubin. Celui-ci n'a pas supporté l'indiscipline, mais le non-respect de ses consignes. Il a passé à tabac à la défunte qui est donc passée de vie à trépas. Mais il a fallu l'intervention de sa petite fille pour précisément donner les circonstances réelles qui ont conduit à sa mort. Retour sur cette actualité dans ce reportage. Ces deux bouts de chou, ici à l'image, ne verront plus jamais leur maman. Et pour cause, la jeune dame, la nommée Ngwenyi Leslor, âgée de 23 ans, et enceinte de 7 mois, est passée de vie à trépas suite à une violente altercation avec son concubin autour d'une bière consommée, mais pourtant fruit issu de ses pratiques de maraboutage et d'autopsie traditionnelle. Et le mari est venu avec la bière à la maison. Il a bu et il a déposé sur la table, parce que c'était sur la table. Sa femme a aussi pris, il a aussi bu. C'est par là qu'elle a eu ce bagarre. Ouais, à cause de ça. Une fois la jeune dame décédée, le jeune homme meurtrier présumé, répondant au nom de Kwang Tiko Gilbert, âgé de 24 ans, tente alors d'effacer les traces du décès de sa concubine toute la nuit, et ce n'est qu'au petit matin qu'il annonce avoir découvert le corps inerte de sa tendre moitié. Une déclaration très vite contredite par la fillette qui a vécu la scène et qui ne manque pas de se confier à un membre de la famille de sa maman décédée. Il a tué l'enfant. Seule une petite là, son enfant, la petite fille là, elle a donné l'éclaircissement sur la mort de sa mère. Heureusement, si le type savait que la fille, la petite là pouvait parler, c'est qu'elle avait aussi éliminé l'enfant. Dieu. Non, je ne le connais pas. Il est votre beau, non? Il est mon beau, mais... Il a poussé votre fille. Non. Comment? Ils se sont vus en route. Informés du meurtre, les éléments de la gendarmerie nationale sont descendus sur le terrain. L'enquête ouverte à cet effet a permis d'interpeller le présumé assassin qui est jusqu'ici gardé à vue. Dans le même temps, la défunte et son bébé ont été inhumés dans un coin de la cour familiale.
émoi et consternation continuent d'ailleurs d'animer le quotidien de la famille de la défunte qui a donc été inhumée. Le présumé suspect de cet assassinat a par ailleurs été interpellé. Il est en garde à vue entre les mains de la gendarmerie nationale de cette localité. Nous parlons de toute autre chose, mais nous restons dans le chapitre des faits de société, problème de répartition du fret, la question du respect de la carte rose d'assurance et la violation de l'itinéraire consensuel sont entre autres les mots qui minent le secteur des transports routiers au Cameroun, une situation qui est à l'origine de vives tensions entre les transporteurs routiers de la République du Tchad et leurs homologues camerounais depuis quelques jours dans la métropole économique du Cameroun, Douala. Les détails sont signés Jean-Jacques Mayetna. Il y a un groupe d'individus qui sont passés, nous menacer et agresser ici au bureau. Je ne sais pas sous quel ordre. Ils disent qu'ils sont des syndicats de transporteurs. Ils sont venus nous menacer, soit disant que nous ne leur délivrons pas les lettres de voiture. Ça, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle et ils n'ont aucun droit de venir menacer toute une institution. La crise qui prévaut depuis quelque temps entre les transporteurs routiers de nationalité tchadienne et leurs homologues camerounais est loin de tirer à sa fin. Rien ne va plus entre le Bureau national de fret terrestre, cette représentation tchadienne basée au quartier Akwa à Douala, et le SNTRC, entendez, Syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun. Nous avons constaté qu'il y a un système de double immatriculation des camions appartenant aux Tchadiens au Cameroun. Vous avez des entreprises qui ont des camions, ils immatriculent une partie au Tchad, une partie au Cameroun. Et ça, c'est en violation des règles et règlements de notre pays. Quand ils le font, ça leur permet également de chipper et de confisquer le fret qui devrait être réparti entre les transporteurs camerounais et tchadiens. La convention entre les deux États sur la répartition du fret prévoit que sur un ensemble de 100 chargements, les transporteurs tchadiens en prendront 65 et les transporteurs camerounais 35. Alors, les transporteurs tchadiens qui font des doubles fret, il faut ajouter la question du respect de la carte rose d'assurance et la violation de l'itinéraire conventionnel par la partie tchadienne. Cette carte rose d'assurance qui permet, en cas d'accident, de faire des constats d'usage, quel que soit le pays de la CEMAC où nous nous trouvons. Par contre, quand nos camions sont impliqués dans les accidents au Tchad, c'est arbitrairement que des décisions sont prises, soit nos camions sont confisqués, soit c'est des sommes exorbitantes qui nous sont exigées, et tant que vous ne les payez pas, et parfois même nos personnels en prison. Quand nos camions arrivent au Tchad, nous nous limitons strictement aux itinéraires conventionnels qui sont portés dans nos conventions. Par contre, quand les Tchadiens arrivent au Cameroun, ils vont à Limbé chargé, ils vont à Kribi, alors que Kribi n'a jamais existé dans la convention appliquée actuellement. Nous disons que, en attendant que les conventions soient revues, que les Tchadiens ne violent plus jamais l'itinéraire conventionnel, qu'ils se limitent à l'itinéraire qui est dans la convention, qu'ils se limitent à Douala, où ils ont un terminal maritime à partir duquel ils peuvent charger. Et à cet effet, les transporteurs routiers en général, et particulièrement ceux des membres du SNTRC, appellent à une franche collaboration avec le bureau de gestion du fret tchadien. Parce que nous n'avons aucun respect. Quand nous nous présentons même avec nos courriers, ils refusent de les décharger, ils nous demandent d'aller les déposer dans leur ambassade. Et nous n'avons généralement pas de suite. Nous avons quand même déploré l'excroissance d'agissement de certains de nos transporteurs qui se voyant bloqués au port de Douala pendant des jours, alors que les camions concurrents tchadiens sortaient et prenaient la direction du Tchad. Nous avons certes déploré, mais nous demandons simplement une franche collaboration avec le bureau de gestion de fret tchadien. Vivement que le BGFT et la tutelle, le ministère des Transports, sifflent cette fin de récréation.
Nous intéressons également aux questions de santé et précisément sur la problématique de l'AstraZeneca, le vaccin qui fait peur et qui est prêt à être réceptionné dans les tout prochains jours par le gouvernement de la République du Cameroun pour venir à bout de la pandémie Covid-19, alors que plusieurs États européens et africains ont suspendu l'utilisation de ce vaccin. AstraZeneca peut-il être considéré comme le vaccin de la mort plutôt que le vaccin contre Covid-19? La problématique intéresse également les acteurs de la santé que nous avons rencontrés pour en savoir davantage. Patrick Guadjan pour les précisions. AstraZeneca ou le vaccin de la mort. Il y a quelque temps, plusieurs pays, notamment occidentaux, se sont résolus à suspendre par mesure de précaution le vaccin contre le coronavirus dénommé AstraZeneca. Pourtant, c'est ce dernier que le Cameroun a choisi. C'est par un tweet que le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a réagi à cette actualité, je cite, « Après la suspension par principe de précaution du vaccin AstraZeneca par certains pays, je viens de saisir en urgence le conseil scientifique pour avis. Ce vaccin est actuellement utilisé dans bien des pays, aussi bien occidentaux qu'africains, sans souci majeur. » Pour le docteur Richard Itoke, le caractère inédit du vaccin devrait nous imposer la précaution. Je pense que tous les vaccins, au stade actuel des données scientifiques, rien ne nous permet de penser que nous pouvons inoculer ces vaccins sans conséquences dramatiques. Je veux dire, sans que les gens périssent ou meurent. Sur le plan technique, un flou évident persiste sur son efficacité. Bizarrement, en ce moment, si vous demandez la durée, pendant combien de temps ce vaccin agit, il n'y a pas de réponse. Alors si on ne sait pas pendant combien de temps il agit, comment est-ce qu'on peut vous dire si c'est curatif ou si c'est préventif? Mais ce qui est fait en général de tous les vaccins en ce moment, quand vous posez une question aux gens, bon, si c'est vacciné, est-ce qu'il peut encore faire la maladie? On vous dira oui. Si c'est vacciné, est-ce qu'il peut la transmettre la maladie? On vous dira oui. En réalité, on est dans l'impasse. Toujours dans l'impasse. Le scientifique relève tout de même quelques avantages, somme toute minimes. Ce vaccin a quelque chose qui peut le rendre attrayant. Il y a son coût, il coûte 2 fois moins que les autres vaccins. Et il y a sa méthode de conservation qui est moins astreignante. Nous, on peut le conserver entre 2 et 8 degrés. Donc ça rend sa manipulation plus simple. Mais de manière globale, je répète toujours ce que l'enseignant, mon ministre enseignant, le professeur Bou, c'est que il me disait, nous étions en compagnie du professeur, nous étions tous les 3 dans son bureau, à Rothschild, et il me disait, il ne faut jamais être les premiers à expérimenter une nouvelle méthode scientifique. Il ajoutait, il ne faut non plus jamais être les derniers à cesser d'utiliser une technique scientifique qui est dépassée. Les cibles prioritaires pour la vaccination contre le Covid-19 sont les personnels de santé, les personnes de plus de 50 ans avec comorbidité, les personnes vulnérables, les enseignants, les gros spéciaux et la masse. Pour le docteur Richard Itoke, au vu de la non-gravité de la maladie sur le continent, comparé aux autres pays du globe, il n'y a pas lieu de s'empresser pour une campagne de vaccination qui pourrait nous être préjudiciable. Nous restons sur ce segment consacré à la lutte contre la pandémie Covid-19 pour justement préciser que la résurgence du coronavirus dans la région du nord du Cameroun a franchi la côte d'alerte. C'est d'ailleurs le point de vue des autorités sanitaires de la région du nord du Cameroun qui interpelle les populations au respect strict des mesures barrières pour ainsi freiner et stopper la propagation de la maladie. Patrick Nguyen, essayez de Fonzier. En dépit des opérations et actions multiformes menées sur le terrain depuis la survenue dans le pays de la pandémie de la Covid-19, la région du Nord, tout comme les autres régions du pays, fait face à une résurgence de ce nouveau fléau du siècle. Cette région est aujourd'hui en proie à une nouvelle vague de contamination due au Covid-19. En ce qui concerne particulièrement les populations de la région du Nord, il importe de relever et de le souligner que celles-ci ont, depuis la mise sur pied par le gouvernement de la République
d'une série de campagnes d'information et de sensibilisation sur le coronavirus, le mode de transmission de la maladie et les mesures barrières édictées et prescrites d'opérations de distribution de kits anti-Covid-19. Malheureusement, en dépit de toutes ces initiatives, actions et opérations diverses menées sur le terrain, la région du Nord, comme les autres régions du pays, fait face à une nouvelle vague de la pandémie. Selon les dernières données fournies par les responsables du comité régional de lutte contre la pandémie pour le Nord, l'on dénombre 706 nouveaux cas positifs de coronavirus enregistrés dans la région, parmi lesquels 648 guéris pour 19 décès. Et toujours selon les mêmes sources, le taux de propagation de la pandémie va croissant de jour en jour. Comme principale cause à cette recrudescence, l'on pointe du doigt le relâchement, voire l'abandon de l'observance des mesures barrières édictées et prescrites par le gouvernement sous la haute impulsion du président de la République Paul Biya. Situation d'autant plus préoccupante que la responsabilité des autorités administratives, politiques, municipales, traditionnelles, religieuses, élites et forces vives de la région est plus que jamais interpellée. Intéressons-nous à présent à l'éducation et notamment à la question de la subvention de l'État aux établissements scolaires relevant du secteur privé, une problématique qui préoccupe au premier plan les sectoriels de l'enseignement secondaire et de l'éducation de base ainsi que les experts du ministère des Finances. Quelles sont les modalités d'octroi de financement de l'État et quelles sont les consignes assignées aux responsables d'établissements scolaires privés bénéficiaires? Tentative de réponse dans ce reportage signé Jean-Germain Yedna et Patrice Foucault. Des modalités d'octroi de la subvention de l'État aux établissements privés laïcs et confessionnels obéissent à un canevas bien précis. Et ce canevas est défini chaque début d'année scolaire, soit par le ministère de l'enseignement secondaire ou le ministère de l'éducation de base. Il faut déjà partir des conditions d'éligibilité. Il faut être légalement établi comme une structure reconnue par un des ministères. Il faut avoir demandé la subvention, donc constituer un dossier. Et une fois que ces conditions d'éligibilité ont été remplies, il faut maintenant obéir aux critères qui permettent qu'on vous octroie la subvention. Et ces critères sont élaborés conjointement avec les ministères sectoriels et les représentants dans les organisations des différents relevant du secteur privé. Dans le cadre de l'accompagnement de l'État, ces financements devront être utilisés à bon escient par les bénéficiaires, faute de sanctions. On s'est rendu compte que les bénéficiaires de subventions pensaient que c'était un cadeau que l'État leur donnait. Ils comprennent que l'argent que l'État donne, il doit produire un compte d'emploi. Il doit être dépensé conformément au minimum de dépenses. Parce que quand on dépense l'argent de l'État, quand on a mal dépensé, il va falloir s'attendre à une sanction. Je crois que nous avons un représentant du Consup là qui va donc vous présenter le module, les sanctions applicables à ce type d'erreur. Rappelons que ces assises de Douala rentrent dans le cadre du processus de modernisation du système de gestion des finances publiques. Vous savez que les subventions sont déjà considérées pour nous autres dans l'enseignement privé, qui sommes un partenaire incontestable de l'État, un appui pour donner un peu de souffle aux établissements privés qui rencontrent déjà beaucoup de difficultés, entre autres sur le plan infrastructurel. Vous l'aviez compris, c'est donc une sonnette d'alarme à l'endroit des responsables véreux. S'agissant à présent de la vie dans les collectivités territoriales décentralisées, le nouvel exécutif de la commune de Koutaba, dans le département du Nord, région de l'Ouest du Cameroun, est en fonction. Koutapo Ibrahim et ses deux adjoints, puisqu'il s'agit d'eux, ont été installés à leur charge respective. La cérémonie présidée par le préfet du département du Nord, Donatien Oum, a été le lieu de recommander à cet exécutif d'œuvrer pour le développement de la commune et partant pour l'épanouissement des populations dont il est en charge. Reportage.
l'issue de la session de plein droit du 18 février 2020, le nouvel exécutif de la commune de Koutaba, dans le département du Noun, qui prend les commandes, aura pour mission, entre autres, offrir le bien-être aux populations, promouvoir l'intérêt général à travers le processus de décentralisation. Nous pouvons compter sur la municipalité de Koutaba, qui est aussi reconnue ici comme étant le quartier latin. Il y a des populations dont les têtes sont bien faites. Il ne reste qu'une organisation sociale digne de ce nom, au-delà des joutes politiques, pour que la municipalité se développe. Koutaptou Ibrahim, maire de la commune de Koutaba, et ses deux adjoints doivent gérer de manière rigoureuse les ressources financières de la commune, explorer les pistes de création de ressources propres de la commune. La nouvelle équipe dirigeante de la commune de Koutaba doit par ailleurs travailler dans une franche collaboration non seulement entre elle, mais également avec les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les sectoriels pour un développement harmonieux de la dite commune. Nous avons prescrit à M. le sous-préfet, avec les techniques de responsables de la force de maintien de l'ordre, d'encadrer les populations dans le sens de les regrouper en comité de vigilance, et que ces comités de vigilance soient vraiment vecteurs de la sécurité dans les localités, notamment celles reculées. Il sera question que dans chaque quartier, dans chaque village, il y a un comité de vigilance et les recrutements là-bas aussi doivent faire l'objet d'une bonne sélection de manière à ne retrouver que les jeunes qui sont épris de bonnes modalités. Il est à noter que la commune de Koutaba est aux couleurs de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, depuis les premières élections multipartistes de 1996. Le maire Koutaptou Ibrahim remplit pour un second mandat qui place le signe des investissements. Ce second mandat est placé sous le signe de l'investissement. Les investissements parce que nous avons des macro-projets et des micro-projets. Nous louons les efforts du gouvernement en même temps que nous avons besoin de beaucoup de doléances. Les routes, l'état des routes est vraiment en état de délabrement avancé. Nous avons vu des villages qui sont encore inaccessibles parce qu'il n'y a pas de pont. Parce que les populations ne peuvent pas et parce que la commune a des moyens limités. Donc nous allons continuer à interpeller l'État pour qu'il nous vienne en aide. En marge de cette cérémonie d'installation du nouvel exécutif de la commune de Koutaba, le préfet du département du Noun, Donatien Oum, a procédé à une tournée de prise de contact dans l'arrondissement éponyme qui couvre une superficie de 497 km² pour une population cosmopolite estimée à plus de 80 000 âmes. Et puis, préparation de la Coupe d'Afrique des Nations pour ce qui est de la poule de Bafoussam, le gouverneur de la région. Par ailleurs, chef du site de Bafoussam a réuni autour de lui les différentes parties prenantes pour évaluer la mise en œuvre des différents projets pour la bonne organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022 dans ce site-là. De retour sur cette concertation qui a par ailleurs permis à Awa Fonkor Gostin de prescrire la célérité des travaux. Au cours de cette réunion d'évaluation du niveau des préparatifs de la CAN 2022 dans le site de Bafoussam, les responsables ou représentants des infrastructures sportives, routières, hospitalières, hôtelières, en construction ou en réhabilitation relatifs à cette grande messe du football africain, ainsi que les concessionnaires ont présenté le niveau de réalisation de leur infrastructure, le taux d'avancement des travaux, l'échéance d'achèvement pour les projets en cours, les travaux restants, les difficultés et les suggestions. Pour ce qui est des infrastructures sportives, le stade Omnisport de Bafoussam, stade des compétitions et son annexe, le stade de Bamendi à Bafoussam, le stade Fotso Victor de Banjoun affiche un taux de réalisation de 100% et on attend la réception définitive.
Si les travaux du stade de Bouddha sont achevés, il y a encore quelques réserves, des fissures au sol des parkings et la dégradation du gazon sur l'aire de jeu car non arrosé. Le stade de Toket à Bafoussam, quant à lui, affiche un taux de réalisation de 70%. Les stades de Bafang et de Bangou affichent un taux de réalisation moyen de 40%. S'agissant des infrastructures routières, les voies d'accès aux différentes autres infrastructures sont achevées, ainsi que les voies de contournement, à l'exception de la voie de contournement Carrefour-Tobé, stade Omnisport de Bafoussam, qui affiche un taux de réalisation de 68%. L'hôpital régional de Bafoussam est fin prêt, l'extension du service d'urgence est à 90%, le scanner a été réhabilité. Au centre hospitalier de Bafoussam, les grosses œuvres sont terminées et l'on est à la pause des équipements hospitaliers. À l'aéroport de Bafoussam-Bamongou, l'on n'attend plus que les vols soient programmés. Le seul hic ici est sur le plan sécuritaire avec le vandalisme perpétré sur la clôture par les populations riveraines. Dans l'ensemble, les projets sont visibles et dans l'ensemble, beaucoup de ces réalisations sont fin prêtes. Je sors de ces réunions content. Je sors de ces réunions un coordonnateur qui est satisfait, mais il y a seulement quelques retouches à faire. Et c'est sur ces bases que j'ai fait des recommandations aux collaborateurs et aux promoteurs, que chacun puisse rentrer pour jouer son rôle, pour pleinement son rôle pour pouvoir achever tous ces projets, pour que dans les prochaines réunions d'évaluation ou en cas de l'arrivée des experts de la CAF, qu'on puisse être à 100% prêt pour cet grand rendez-vous de football. Le coordinateur du site de Bafoussam, Awafonka Agostine, par ailleurs, gouverneur de la région de l'Ouest, se dit satisfait du niveau d'avancement des préparatifs et prescrit la célérité pour l'achèvement des travaux. Nous vous l'annonçons à l'entente de cette édition de l'information sur la télévision du monde. Le nouvel homme fort prend les commandes de l'instance fêtière du football africain. Le Sud-Africain Patrice Motsepe a été élu ce vendredi par acclamation au cours de la 43e Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Les 10 travaux sont tenus ce 12 mars 2021 à Rabat au Maroc. C'est donc lui qui va présider au destiné de cette CAF-là, une CAF qui par ailleurs a connu quelques soubresauts il y a quelques temps. Retour sur cette élection qui porte Patrice Motsepe à la tête de la CAF pour les 5 prochaines années. Zobel Apollimbon. Voudrez-vous exprimer à travers vos acclamations l'élection du nouveau président de la CAF? Sans opposition, Patrice Motsepe a été élu par acclamation comme nouveau président de la Confédération africaine de football ce vendredi 12 mars 2021. Les 3 autres candidats en lice pour cette élection, à savoir l'Ivoirien Jacques Anouma, le Mauritanien Ahmed Yaya et le Sénégalais Augustin Senghor, se sont ralliés derrière le Sud-Africain, motivé par le président de la Fédération internationale de football association, Gianni Infantino, en contrepartie d'un partage équitable du gâteau. Seul candidat à la succession de Ahmad Ahmad, écarté de la course par le tribunal arbitral du sport pour se démêler avec la FIFA, Patrice Motsepe a été porté au perchoir par les 54 associations membres. Une fois élu, le Sud-Africain a tenu à respecter le deal des alliances en faisant de son premier vice-président le Sénégalais Augustin Senghor et comme deuxième vice-président le Mauritanien Ahmed Yaya. À 59 ans, Patrice Motsepe force déjà le respect et l'admiration de par sa fortune colossale qui fait de lui l'un des plus riches en Afrique. Il est actuellement le président du célèbre club sud-africain Mamelodi Sundowns. En plus de cette notoriété financière dont il jouit, il entend également imprimer sa marque dans l'évolution du football africain, d'où les 10 points de son plan d'action développé et apprécié avant le scrutin de ce 12 mars 2021. La page Ahmad Ahmad se referme donc définitivement et une nouvelle ère s'ouvre à la Confédération africaine de football avec comme acteur majeur le Sud-Africain Patrice Motsepe.
Patrice Motsepe est donc le nouvel homme fort de la Confédération africaine de football pour les 5 prochaines années. Nous parlons toujours de sport, mais cette fois-ci sur le plan national de la deuxième journée du championnat national Ligue 1 et Ligue 2. Les rencontres se jouent ce week-end. Retour sur les affiches qui vont emmener les stades de la République. Zobel Apollinaire. Deuxième borne sera franchie ce samedi à travers le triangle national. Pour les matchs de la Super 2-2 nationale, Gaoundéré FC reçoit à la maison l'OMBC de Foutouni. AS Matelot de Douala jouera contre le Racing Club de Bafoussam. La Dynamo Club de Douala va tenter de tordre le cou à Renaissance Football Club de Goumou au stade de Japoma. Unisport du Onkam, stade de Bertois, Fauve Azur de Yaoundé, le pas sportif de Douala. L'Elite One ne sera pas un reste. Après 3 ans de calvaire, les clubs de la région du littoral vont à nouveau renouer avec les stades de la ville de Douala. Avion Académie de Douala accueillera pour la circonstance Dragon Football Club de Yaoundé. Derby régional entre FCAS de Douala et New Star de Douala, Union sportive de Douala, Foufou Club de Baram, est également l'une des grandes affiches du dimanche prochain au stade de la réunification de Bépanda. Coton Sport de Garoua, de retour d'une expédition foireuse en compétition africaine, tentera de résoudre l'équation à plusieurs inconnus de Yon Sport Academy de Bamenda, qui n'a pas disputé son match de la première journée face au Tonnerre à la club de Yaoundé. Le TKC, justement, s'est reprise avec la Panthère sportive du Nez, APGS de Fou, Canon sportif de Yaoundé et Sport de la Liquier, Bamouto Football Club de Bouddha. Toutes ces rencontres vont se disputer à huis clos dans le site respect des mesures barrières. Et puis dans le chapitre de l'actualité Côte d'Ivoire, nous reparlons du décès du Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Depuis l'annonce de son décès, c'est l'unanimité de témoignages sur la classe politique ivoirienne. Les uns et les autres estiment qu'Ahmed Bakayoko aura travaillé pour la pacification et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Au lendemain du décès du Premier ministre Bakayoko, toute la presse ivoirienne consacre ses unes à cette disparition. Le défunt semblait apprécié par tous les camps, loué pour ses capacités de dialogue, une rareté dans la politique ivoirienne. Mais bien sûr, c'est au sein de son parti, le RHDP, que l'émotion est la plus grande. À 2 mois de la présidentielle, nous avons perdu notre candidat désigné, le Premier ministre Amadou Koulibaly. Et là, au moment où nous gagnons législative, nous perdons un des piliers de notre parti, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Évidemment, le choc, il est violent. Ahmed Bakayoko avait en main la question du dialogue national entre les partis. Après la présidentielle, il avait réussi à faire baisser un peu les tensions. La Côte d'Ivoire perd un homme de conviction et de compromis, a réagi Henri Konan Bédier, chef du PDCI, la principale formation d'opposition. On nous a donné l'impression de quelqu'un qui voulait faire réussir la 3e phase du dialogue politique. Il a tenu des discours qui ont apaisé. De fait, les législatives du 6 mars ont pu se dérouler dans le calme. Mais pour le politologue Sylvain Guessant, cette disparition d'un pilier du pouvoir aura forcément des répercussions. Quand le toit du doigt disparaît, on se demande bien qui sera le pont dorénavant entre l'opposition et l'exécutif ivoirien. D'autant plus que le dialogue politique amorcé en décembre passé prévoyait des assises nationales pour la paix et la réconciliation. On se demande bien quel homme d'une telle carrure on trouvera à un si laps de temps pour poursuivre ce dialogue politique-là. En annonçant la mort de son Premier ministre, le président Ouattara a dit perdre un fils et un proche collaborateur. Se pose la question alors de la relève. Mais au RHDP, on affirme que le parti pourra continuer ce qu'il a entrepris car il dispose d'hommes et de femmes compétents. Et puis toujours à l'international, une vidéo fait fureur sur les réseaux sociaux. Elle a d'ailleurs mis en exergue le massacre des personnes au Tigré. La vidéo est insoutenable, trop violente pour être diffusée. Elle montre des corps étendus sur une route à la lisière d'un village. Au milieu, des hommes en uniforme se promènent. La personne qui filme insulte les victimes. Dans ce montage constitué de captures d'écran de la vidéo, on distingue plusieurs éléments. Des bâtiments,
Au loin d'autres structures, des groupes d'arbres, un chemin et un profil montagneux particulier. Des indices qui nous permettent d'établir que la vidéo a été tournée près du village de Maï Armaz, dans la localité de Debré-Abay, au cœur de la région du Tigré, et donc des zones de combat entre l'armée et les rebelles du Front populaire de libération du peuple du Tigré. La vidéo ne peut pas dater des précédents conflits, car ce bâtiment en construction n'existait pas sur les images satellites de l'époque. Plusieurs sources et témoignages concordants affirment qu'un massacre s'est bien produit dans cette localité le 5 janvier dernier. Une date cohérente avec les premières apparitions de la vidéo sur les réseaux sociaux début février. Une analyse attentive de la vidéo permet de dénombrer 30 corps et 2 survivants. L'homme qui filme parle en éthiopien amharique avec un accent marqué du sud. Les uniformes et les bottes sont en bon état. Ils ont des talkie-walkie et des fusils d'assaut. Tout porte donc à croire qu'ils sont des combattants du gouvernement éthiopien. Nous avons contacté les autorités pour avoir leur réaction. Aucune réponse. Madame, ce sera la fin de cette édition de l'information du soir sur la télévision du Monde. Merci surtout de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bon début de week-end à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.